Macao, ça vous dit quelque chose? Le nom sonne bien, c'est vrai. Mais cette ancienne colonie portugaise pourrait bien être le décor d'un film de Martin Scorsese. Paradis des milliardaires, paradis des casinos, oui, mais surtout, paradis du crime. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment cette cité est devenue l'empire de la mafia chinoise. Et comme vous allez le découvrir, cette histoire passionnante est écrite avec beaucoup de sang. Hello tout le monde, si vous me connaissez déjà, ravi de vous retrouver. Si c'est votre première fois, alors je me présente. Moi, c'est Alex. Sur cette chaîne, je suis à votre service pour vous raconter tous les jours des récits captivants. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et je compte sur vous pour m'aider à faire exploser ce projet. On est ensemble, hein? Alors, faites chauffer les popcorns et c'est parti pour une nouvelle histoire. I told you all that I was the greatest of all time. Si vous vous rendez à Macao aujourd'hui, autant dire que vous n'allez pas y trouver du calme et de la tranquillité. Ah non, Macao, c'est une ville bouillonnante. Il y a du monde partout, du bruit partout, des gratte-ciels partout. Et quelques siècles plus tôt, la ville n'avait rien, mais alors rien à voir. C'est beaucoup plus calme tout d'un coup, non? Je vous emmène dans un petit voyage dans le temps. On est en 1498. Le Portugal se sent un peu à l'étroit en Europe. Et ça tombe bien, parce que l'exploration, ils sont plutôt forts à ce jeu-là. Cette année-là, Vasco de Gama arrive à Calicut, en Inde. Aujourd'hui, ça peut sembler tout à fait banal, mais l'Espagne et le Portugal ont pris des décennies pour enfin trouver la route maritime directe pour relier l'Europe aux Indes orientales. Alors, une fois l'Inde atteinte, les Portugais ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, évidemment. Cochin en 1505, Colombo au Sri Lanka en 1507, Malacca en Malaisie en 1511. Les Portugais établissent des comptoirs dans toute l'Asie du Sud-Est. En 1517, l'explorateur Fernão Pérez de Andrade se rend à Canton et obtient la permission que son équipe aille à Pékin. Le but ? Remettre une lettre du roi Manuel Ier du Portugal à l'empereur de Chine. Si l'Europe veut explorer le monde, la Chine est très bien chez elle. À cette époque, la dynastie des Ming est très isolationniste. En fait, elle limite les échanges seulement aux États ayant versé un tribut à la Chine impériale. L'empereur voit d'un très mauvais œil l'arrivée des Européens et envoie son armée prendre le contrôle de la situation. Bon, alors pour le roi du Portugal, faire du business en Chine devra encore attendre un petit peu. D'autres marchands et contrebandiers sont moins téméraires. Les pirates, c'est sympa, mais c'est pas comme ça que le Portugal va établir une présence durable en Chine. Le roi, Jean III du Portugal, change alors de mentalité. On oublie les armes et on sort plutôt la tolérance et la diplomatie. Ça devrait en inspirer certains en ce moment, non? Cherchant un port plus proche de Canton sur le continent proprement dit, les Portugais s'établissent de manière saisonnière dans la rade de Macao en 1553. En 1557, les autorités chinoises accordent finalement l'autorisation aux Portugais de s'y établir de façon permanente. Bon, c'était pas un cadeau non plus. Les Chinois exigent un paiement d'un loyer au trésor impérial. On n'a rien sans rien. Alors voilà que Macao devient rapidement un comptoir important dans le commerce triangulaire entre la Chine, le Japon et Goa. Faut pas oublier qu'à cette époque, les autorités chinoises interdisaient le business avec les Nippons. C'est comme ça que Macao devient un port stratégique pour les échanges commerciaux. Le problème, c'est qu'entre 1638 et 1853, le commerce portugais avec le Japon décline. Et oui, c'est maintenant au tour du Japon, mené par l'ancien shogun Tokugawa, de vouloir s'isoler du reste du monde. Cette décision affecte gravement l'économie de Macao, qui décline rapidement. Et ensuite, les Portugais sont toujours là. Mais la ville n'a vraiment pas grand-chose à proposer. Macao, qui a perdu de nombreux marchés, a une petite population qui vit en majorité dans la pauvreté et la misère. Faut dire qu'au 19e siècle, c'est le port voisin d'Hong Kong qui devient le plus important de l'ouest de la Chine. En 1844, par le biais d'un décret royal, Macao est finalement intégré dans le système ultramarin portugais. Mais importante précision, la Chine ne reconnaît pas du tout cette annexion. Alors si je résume la situation, on se retrouve avec un port portugais enclavé en Chine, un port qui devient de plus en plus désaffecté. En 1939, le Portugal ne participe officiellement pas à la Seconde Guerre mondiale. Du coup, Macao devient l'un des seuls endroits en Asie à rester neutre durant le conflit mondial. Si les Japonais sévissent avec cruauté en Chine, ils respectent bien la neutralité du Portugal et ne mettent pas les pieds à Macao. En fait, la situation appartient totalement à la Chine populaire. Et la Chine populaire supprimera
l'enclave portugaise de Macao quand elle le voudra, et les Portugais le savent très bien. En 1949, la Chine tombe dans les mains des communistes. Mao Zedong a assez à faire chez lui et continue cependant de maintenir le statu quo de Macao. En 1966, une révolte de Chinois pro-communistes fait 11 morts sur Macao. 8 ans plus tard, le Portugal se dirige vers la démocratie. Le pays est alors pauvre et veut se séparer de toutes ses anciennes colonies. Macao, c'est à des milliers de kilomètres. Il n'y a aucune ressource à exploiter. La Chine, ça vous dit de reprendre Macao? Il faut croire que non. La Chine rejette un deal immédiat et appelle à la mise en place d'une négociation visant à permettre un transfert sans heure. Ils prendront du temps. En 1999, le territoire redevient finalement chinois. Au Portugal, la nouvelle, elle passe quasiment inaperçue. Macao est vu comme un boulet qu'on ne peut même pas situer sur la carte. Mais attention, détail important. Selon le traité avec la Chine, Macao pourra garder un mode de vie et une autonomie économique jusqu'en 2049. Ça tombe bien, parce que Macao ne veut pas du tout vivre à la mode communiste. Bien au contraire. Allez, on retourne de nos jours dans l'activité trépidante de Macao. Et comment la ville s'est métamorphosée de la sorte. Et surtout, qui tient vraiment les cartes du jeu. Je vois que vous êtes vraiment curieux. Ça tombe bien, j'ai réponse à tout, comme d'habitude. Les triades chinoises, ça vous dit quelque chose? On parle de la Cosa Nostra, mais façon chinoise. À la base, les triades est une société secrète opposée à la dynastie des Qing. Ses membres ont un langage codé, des signes de reconnaissance et pratiquent des sports de combat tenus secrets. Au début, ils infiltrent surtout les syndicats et les organisations politiques ou religieuses. Sauf qu'au milieu du 19e siècle, certains membres décident de rompre avec l'idéal des origines. Désormais, ces espèces de francs-maçons deviennent des adeptes de violences gratuites au service de leurs seuls intérêts. Petit à petit, la triade originelle devient des gangs de voleurs et d'assassins. Jeux d'argent, alcool, opium, prostituées, tout y passe. Quand la Chine devient communiste, la mafia fuit pour s'installer à Hong Kong et à Macao. On peut le dire, ces sociétés n'ont plus rien à voir avec leur glorieux passé. Maintenant, toutes leurs activités se centrent autour du crime organisé. C'est comme ça que Macao, avec le faible pouvoir des autorités portugaises, devient le havre de paix des triades chinoises. Déjà, en 1942, le film Macao, l'enfer du jeu du français Jean Delannoy décrit bien l'ambiance qui y règne. Macao, c'est le paradis du vice. Les casinos et maisons closes sont à chaque coin de rue. Et la drogue s'achète comme une bouteille d'eau. Au départ, les triades ne s'intéressent pas encore aux casinos. Elles commencent par contrôler les activités illégales classiques. Jeux clandestins, prostitution, trafic d'opium. Mais une figure va tout changer. Stanley Ho. Je vais vous faire une confidence. Moi-même, je ne joue jamais. Dans les années 1960, cet homme d'affaires obtient le monopole de l'exploitation des casinos à Macao. Les établissements officiels attirent peu à peu les riches joueurs venus de Hong Kong, de Chine et même du Japon. Et qui dit riche joueur, dit argent facile à extorquer. Les triades comprennent rapidement qu'elles peuvent infiltrer l'industrie du jeu. Non pas seulement par la violence, mais en contrôlant la sécurité, les prêteurs d'argent et même les tables elles-mêmes. Au lieu de faire la guerre, Stanley Ho pactise donc avec les triades qui deviennent jusqu'à aujourd'hui partie intégrante des business juteux de Macao. Sauf qu'une fois qu'on implique la mafia, la violence ne tarde jamais à faire son grand retour. À partir des années 80, Macao devient un champ de bataille entre triades rivales. La 14K, la Sun Yee-on et d'autres gangs moins connus s'affrontent pour le contrôle des casinos et les junkets. Ce mot signifie des individus à la probité douteuse, chargés d'emmener et de s'occuper des gros joueurs VIP en secret dans les établissements. Un peu comme dans Squid Game en vrai. La guerre se joue dans les rues, mais aussi dans les halls luxueux des hôtels. Des fusillades éclatent en plein jour, des voitures piégées explosent, des cadavres apparaissent dans les ruelles. La police coloniale portugaise est trop petite, trop corrompue, et souvent bien trop effrayée pour intervenir. Jusqu'à aujourd'hui, les plus vieux habitants parlent d'une époque où sortir la nuit à Macao, c'était jouer sa vie. Macau, China. A small car bomb has just exploded in a crime-ridden neighborhood. Police and news crews rushed to the scene and approached the vehicle, searching for the cause of the blast.
But suddenly, an even bigger explosion rips through the crowd. Cœur du pouvoir criminel à Macao, c'est pas seulement la drogue ou la prostitution, c'est l'argent qui circule sur les tables de jeu. Le blanchiment est simple. Un joueur apporte de l'argent sale en jetons, joue un peu, puis encaisse ses gains sous forme propre. Et ça tombe bien, parce qu'à Macao, les casinos ne posent pas trop de questions. En fait, Stanley Ho n'a pas trop le choix. Soit il ferme les yeux, soit il risque de se faire assassiner. Dans les années 90, la violence a atteint un tel niveau que Macao est surnommée la capitale asiatique du crime. Les triades savent que la Chine va bientôt reprendre le contrôle. Alors, elles s'entretuent pour savoir qui va prendre le pouvoir lorsque ce jour arrivera. Car oui, en 99, tout change. Le Portugal rend Macao à la Chine. Pékin envoie alors toute la police chinoise et déclare la guerre aux triades. À Macao, où se côtoient trafiquants, hommes d'affaires et prostituées, la roulette et les machines à sous sont les reines de la nuit. Mais avec cette rétrocession et l'arrivée des autorités chinoises, l'image de Macao pourrait changer. Ils sont commerçants, secrétaires, banquiers, et se fait pour Macao le début d'une obsession commune, ramasser le pactole. Sur la rivière des Perles, le trafic est incessant, et à bord, pas de temps à perdre, bingo, loto, pour se faire la main. Les chefs les plus connus sont arrêtés, certains disparaissent mystérieusement. Les casinos deviennent plus réglementés et de nouveaux groupes internationaux arrivent sur le marché. Officiellement, Macao tourne la page. Officieusement... Aujourd'hui, Macao est le plus grand centre de jeu au monde. Les revenus de ces casinos dépassent largement ceux de Las Vegas. Stanley Ho devient milliardaire et tente de s'éloigner de l'image sulfureuse de la ville. They can have a look at Macau and can see what I have done for Macau. S'il meurt en 2020 à l'âge de 98 ans, il laisse derrière lui 17 enfants, de nombreuses femmes. Autant vous dire qu'on connaît son vice préféré à celui-là. Voilà donc que, en raison de son statut si particulier, Macao est devenu au fil des années une ville à l'activité monstre. Les touristes sont partout, les casinos poussent comme des champignons. Mais les triades ont-elles vraiment disparu ? He built his gambling empire from scratch and became one of Asia's richest men. I had absolutely nothing to do with triads. In one of the reports, it says you are the alleged leader of the Luen Kong Lok tribe. I don't have ever heard of such a name even. I don't know anything about triads. En vérité, ces gangsters ont toujours la main mise sur beaucoup d'activités de la ville. Sauf que, comme à Las Vegas, on a rangé les pistolets pour faire venir les touristes. Les assassinats réguliers des années 80, c'est du passé. De nos jours, les triades opèrent surtout de ce qu'on appelle le triangle d'or. Le long du fleuve Mekong, on peut dire que les mafias coulent des jours tranquilles. Les triades contrôlent quasiment tous les casinos de la région, mais aussi le trafic de drogue et la prostitution. Pire encore, certains immigrés démunis sont faits prisonniers dans des usines à arnaques en ligne. Bref, quand on n'a pas de morale, on trouve toujours un moyen de s'en sortir. Et boum, voilà pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez passé un très bon moment devant cette vidéo. Pour moi en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous raconter des histoires. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mon contenu. Allez, bonne nuit!